Alors Dominique, tiens, la première question que j'avais envie de vous poser ce matin avant d'évoquer les dossiers marseillais, c'est de savoir si vous aviez passé un bel été. Oui, tout à fait, un été classique avec des vacances à Porquerolles pendant 2 semaines, en famille et avec des copains. Autrement au travail tout le reste de l'été? Oui, au travail depuis déjà une semaine. Ça a été un été plutôt calme à Marseille, plutôt calme. Voilà, il n'y a pas eu d'incident particulier, il n'y a pas eu d'incendie, qui est une grande malédiction, il n'y a pas eu de choses. Bon, après, la vie à Marseille est toujours quelque chose de compliqué, de dynamique. Et voilà, c'est une fournaise Marseille, donc il se passe toujours quelque chose. Mais globalement, c'est un été qui restera plutôt un état, oui, je suis d'accord avec calme. vous. Voilà, alors vous évoquez justement l'absence de feux de forêt, et c'est une bonne chose, mais c'est aussi parce que la météo n'a pas vraiment été au rendez-vous. On a eu un mois de juillet assez maussade. Les premiers retours que vous avez de cette saison touristique, plutôt favorable, après bien sûr une année magnifique en 2013. Plutôt favorable parce que on n'est plus en expansion. On pourrait craindre après 2013 une chute parce qu'évidemment après la fête, etc. Mais ceci dit, un public plutôt diversifié, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'étrangers. On a parlé beaucoup anglais, allemand, italien, espagnol sur le Vieux-Port. Donc les touristes viennent aussi pour la beauté de la ville, pas que pour les événements comme 2013. Oui, mais ce sera peut-être la leçon à tirer, c'est que si on veut continuer avec cette dynamique, il faudrait créer des événements l'été qui soient des rendez-vous. Bon, on a le festival de jazz évidemment, mais des grandes fêtes festives sur le port, comme on en a connu pour 2013, que ce soit un rendez-vous. Non, je suis pas sûr du tout. Je crois qu'il faut contraire, ne pas être dans l'éphémère, mais plutôt avoir des éléments un peu plus forts. Bon, moi je pense qu'il faut un vrai festival à Marseille par exemple, ça manque de plus en plus. Alors le nôtre a été annulé un peu rapidement me semble-t-il, sans trop négocier avec les intermittents, donc ça pose un vrai souci. Le festival de Marseille, le festival de danse. Voilà, le festival de danse de Marseille. Bon, il faut travailler sur des festivals qui soient de grande ampleur, pérennes, pas forcément plus de moyens financiers, mais enfin en tout cas renouveler le genre. Et c'est vrai moi j'ai eu la chance d'aller à Aix, bon, il nous faut ça à Marseille aussi. Ouais. Voilà, et après il y a Longchamp. Ça se fait pas en un jour tout ça quand non, même. Ça se fait pas en un jour. Mais enfin, on a eu par le passé des très beaux événements, et puis c'est vrai que Longchamp est une merveille, que le festival de Bagatelle, l'ensemble des festivals, etc. sont fantastiques. J'étais l'autre jour avec Valérie Boyer à la Busine, où il y avait des jolis spectacles aussi, vendredi dernier. Bon, donc voilà, on peut faire des choses. Il nous manque encore. Il se passe beaucoup de choses. C'est pas la peine de faire des grandes fêtes très coûteuses. Il faut penser aux finances publiques. Mais continuer sur la qualité. Voilà, que les gens viennent à Marseille aussi pour ces activités culturelles. Une saison touristique plutôt satisfaisante. Plutôt satisfaisante. Je crois que l'ensemble des professionnels disent que ça a plutôt bien marché et ça va. Et puis une belle arrière-saison qui se prépare. Tout à fait. Il n'y a pas eu la décrue qu'on craignait après 2013. Voilà. Je crois que les professionnels sont plutôt rassurés. Alors cette crainte des croisiéristes, est-ce que la SNCM a vraiment porté préjudice à l'image du grand port maritime de Marseille, ou est-ce que les croisières vont repartir d'un bon pied? Alors le conflit de la SNCM a surtout coûté très cher à la Corse. Les professionnels de Corse sont assez inquiets, voire amers. Oui, le conflit de la SNCM va rentrer dans une phase très critique la semaine prochaine. Enfin, c'est pas le conflit, c'est la survie de la SNCM, puisqu'il y a le jugement du tribunal qui doit intervenir. Faut-il rembourser 240 millions d'euros ou pas à l'Europe? Il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat. Les 240 millions, ça serait la mort de la SNCM. Donc je l'espère pas, et on espère tous qu'on va réussir à sauver la SNCM et ses emplois, parce que c'est quand même 1800 emplois. Et puis les croisières, c'est vraiment un temps très fort à Marseille. C'est devenu vraiment un créneau porteur. Oui, pour que nos auditeurs comprennent bien, il ne faudrait pas que le conflit de la SNCM provoque mauvaise image. Des escales qui soient gâchées. Donc je crois qu'il faut que les personnels de la SNCM soient très conscients que c'est pas parce que on manifeste pour la survie de son entreprise qu'il faut condamner à mort d'autres entreprises ou les rendre une situation difficile. Il y a très beaux week-ends de croisière qui s'annoncent. C'est très très important pour Marseille et pour son économie. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait une solidarité des gens de mer et des professionnels du nautisme et du maritime. Donc voilà, c'est important aussi que on ne gâche pas les croisières qui viendraient ici. Absolument. Alors demain, c'est la rentrée des classes. On a en plus un nouveau ministre qui est arrivé de l'Éducation. D'ailleurs, cette rentrée est rythmée par cette fameuse réforme des rythmes scolaires. Alors on sait que le sénateur-maire de Marseille n'était pas pour. Question finance, il a été très clair sur le sujet. Ça allait coûter très cher puisque c'est à la charge des communes de modifier ces rythmes scolaires. Non, mais pas que pour des raisons financières. Les syndicats des professeurs des instituteurs étaient contre. Donc les syndicats de gauche étaient contre la réforme. 60% des Français sont contre la réforme. Les parents sont très globalement contre la réforme, et la réforme aura lieu. Donc c'est la force injuste de la loi. Je crois que c'est que malheureusement, il faut qu'on applique la loi. C'est ainsi, sinon on ne serait plus en démocratie. Le maire de Marseille a longtemps marqué son opposition. Maintenant, la loi étant la loi, il faut l'appliquer. C'est vrai que pour le contribuable, ça sera entre 17 et 20 millions d'euros
de plus à charge. Donc c'est bon, c'est d'ailleurs assez idiot, mais ça se concrétisera par des milliers d'embauches de quelques heures par semaine. Voilà, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Bon, donc ça en termes d'emploi, ça ne veut rien dire. En termes d'impôts, ça veut dire malheureusement des choses importantes. Et puis surtout pour les parents, malheureusement, c'est énormément de complications. Ça semble une organisation très compliquée. Ouais, très compliquée. Bah oui, qu'est-ce qu'on va faire le vendredi après-midi? Comment ça va se passer avec les activités du mercredi qui fonctionnaient bien pour les enfants et maintenant qui n'auront plus lieu? Il va falloir se débrouiller tel jour ou tel jour. Enfin, vraiment pour les parents qui travaillent. Est-ce que Marseille est prêt dès le dès demain, dès la rentrée des classes, à assumer cette réforme? Non, Marseille n'est pas prêt. La maire Marseille a reconnu l'autre jour et Daniel Casanova, l'adjoint, l'a reconnu également. On n'est pas tout à fait prêt, mais pour être prêt à Marseille, c'est très compliqué. C'est pas une petite commune ou un petit village. Forcément, les problèmes sont importants. D'abord parce qu'il y a beaucoup de groupes scolaires. Ensuite parce que les parents, les problèmes de cantine, tout ça, c'est 50 000 cantines ou pas. Les repas de cantine en plus. Les problèmes sont très très importants et notre ville n'est pas très riche. Donc c'est vrai que le maire a essayé de prendre la meilleure des solutions. Ça sera quand même 18 à 20 millions d'euros de plus. Bon, pour des résultats sur un plan pédagogique et humain qui sont pas du tout sûrs. Donc on le fait un petit peu à contre-cœur. Bon, maintenant il faut l'appliquer, il faut le faire. Il y a des mouvements de grève d'ailleurs annoncés dès cette semaine. Non, ça va être compliqué. Mais ça va être très compliqué cette semaine pour les mamans et les papas, parce que quand on travaille, eh bien, c'est pas facile de faire garder son enfant. Je veux bien qu'on se débrouille, mais enfin, on devrait quand même partir du principe que la priorité, à partir du moment où sur le plan pédagogique et humain, on n'est pas sûr, c'est quand même de penser à l'emploi des gens. Il faut quand même penser aux mamans, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il ne faut pas s'absenter le vendredi, aller chercher les enfants à 1h30. Et les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des mamans, etc. Donc, je veux dire, voilà, il y a une petite amertume quand même. Oui, ça risque d'être une rentrée un peu compliquée. D'ailleurs, je crois que dès cette semaine, des mouvements de grève sont prévus. C'est ça. Alors, je ne sais pas, demain, avec Jean-Claude Gaudin, dans les écoles du 7e arrondissement, nous allons avec Sabine Merlasconi à la rencontre des parents. C'est la rentrée scolaire aussi des élus. Des grèves, oui, il y aura peut-être des grèves, des tatas ou je ne sais quoi. Des mercredis, vendredis même au niveau des cantines. Ça risque d'être une rentrée mouvementée. Mais ça n'a pas été votre seule préoccupation au niveau de l'éducation parce que vous avez fait un courrier à la nouvelle ministre. Ce qui vous inquiète, c'est la suppression de la bourse au mérite pour les bacheliers et les meilleurs élèves de licence. Et c'est vrai que c'est passé un peu inaperçu ça. Et pourtant, c'est important. Alors c'est un peu passé inaperçu, ça l'est un petit peu moins peut-être, grâce à moi, oui, parce que voilà, comme il n'y a plus d'argent, il faut trouver des possibilités de réutilisation des sommes. Alors donc la ministre a pensé, en vérité c'est son prédécesseur, oui. Voilà, absolument. C'est Benoît Hamon qui avait pensé que finalement, pourquoi mériter les gens qui étaient méritants, après tout, Voilà, alors c'est pas tellement les sommes qui sont en jeu, mais c'est surtout qu'on ne remercie, oui, ça, on félicite plus les gens qui travaillent bien, les bourses d'excellence n'existent plus, on n'aide plus financièrement les personnes souvent modestes, mais qui, le mérite n'est plus récompensé, et ça, c'est un peu dommage. Donc, nombreux de mes collègues m'ont suivi sur ce chemin. C'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un petit peu triste. Voilà, on est malheureusement plus dans le goût de l'effort, du challenge, l'échelle sociale. Elle vous a répondu? Non, mais j'ai vu. Non, mais le Premier ministre m'a répondu. Ouais. Ah. Ouais, parce qu'hier, vous avez peut-être vu ou pas, à La Rochelle, il a évoqué le problème. Ouais. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est un peu choqué beaucoup de monde parce que l'ascenseur social, c'est très très important. Et même au Parti socialiste, beaucoup. La ministre elle-même est issue de l'ascenseur social, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans notre pays, elle a suivi des études brillantes, etc., qui font que maintenant les ministres. Bon, alors c'est vrai que même à gauche, ça peut choquer qu'on ne remercie plus, qu'on ne félicite le dossier plus n'est pas clos. Oui, le dossier n'est pas clos. Plus psychologique que financier. Voilà. Donc grâce à notre première adjointe de Marseille, le dossier n'est pas clos. Oui. Alors je me suis laissé dire qu'il n'y aurait pas de conseil municipal à Marseille avant le mois d'octobre, puisque le sénateur maire Jean-Claude Gaudin a décidé de laisser passer en fait la campagne des sénatoriales, puisque les élections ont lieu à toute fin du mois de septembre. Pourtant, il y a des dossiers urgents. Alors comment vous faites? Vous allez laisser tout en suspens jusqu'au premier conseil municipal d'octobre? Parce qu'il y a quand même des dossiers, on parle beaucoup, d'abord les finances vont mal, vous l'avez répété plusieurs fois depuis le début de cette interview, on parle d'augmentation des impôts locaux, bon ça sera pour décembre. Ça ne vous surprend pas qu'il n'y ait rien qui ne se passe jusqu'en octobre? Non, jusqu'aux élections sénatoriales, je crois que Jean-Claude Gaudin a complètement raison. D'ailleurs, la réserve s'impose aussi aux fonctionnaires de l'État en période électorale. Donc c'est quand même des élections sénatoriales très importantes, bien évidemment, y compris dans ce département. Les enjeux sont importants, je crois que vous y reviendrez sur Radio JM, parce qu'on y fait un peu de politique politicienne aussi. Donc c'est vrai, est-ce que Lise Guérini vont réussir? Est-ce que telle ou telle sénatrice socialiste va conserver son siège? Est-ce que Jean-Claude Gaudin
fera 4-5 sénateurs, est-ce que le Front National, etc. aura Enfin, un vous élu partez ou plutôt pas. confiant, à l'UMP Oui, pour on ce part plutôt sénatorial. confiant, je crois qu'on va faire un beau score parce que les élections municipales nous ont été quand même très, très favorables. Bon, ceci pour répondre à votre question, je pense que le sénateur Van Marseille a raison, on évite la politique politicienne pendant C'est-à-dire le c'est des conseil municipal. débordements s'il y avait Ceci dit, ça aurait il y a été- 2 ou 3 stratégies différentes. Jean-Claude Gaudin préfère faire des grands conseils municipaux, voilà, très médiatisés, très technique, avec beaucoup d'interventions, plutôt que de multiplier les conseils municipaux pour mieux montrer que le travail municipal... Mais justement, c'est ce qu'on reproche alors, on lui souvent, reproche parce qu'on n'a pas assez de temps de parole, il y a trop de dossiers, c'est ce que reproche quand même l'opposition. Oui, bon, ben ça c'est de bonne guerre. Ceci dit, il s'exprime à la proportionnelle. Donc s'il y a 100 rapports, il s'appelle en pourcentage, ça se reviendra exactement au même. Simplement, il voudrait avoir des tribunes politiques plus souvent. Et le maire de Marseille préfère se concentrer sur le travail et s'exprimer publiquement dans des séances moins longtemps, moins souvent. Bon, ben c'est pas très grave. C'est une De question toute de façon, risque. le nombre minimum est fait. Hein. Alors la loi est respectée, bien évidemment, sûr. mais en plus ça ne gêne pas le rythme municipal. Je veux dire, bon, on fait du planning. Bon, un budget, on sait à quelle époque il est examiné, et c'est pas pour ça qu'on augmentera les impôts plus tard, ou à la limite, ça serait plutôt une bonne chose. Non, ça ne gêne pas le travail municipal. Très bien, bon, c'était bien de le dire et de rassurer tout le monde. Alors, il y a beaucoup de dossiers, bien sûr, toujours la sécurité, le chômage, l'attractivité de Marseille, qui est extrêmement importante, et puis le sénateur-maire a voulu, les élections municipales, mettre bien l'accent là-dessus. Ce fameux grand port maritime de Marseille qu'il faut faire fructifier, la métropole à construire. Quel est votre dossier qui passe avant tout, sur lequel vous travaillez avec beaucoup d'acharnement, qui est votre priorité, sachant aussi votre spécificité, parce que vous n'êtes pas uniquement premier adjoint de la ville. Non, moi c'est l'emploi, donc la priorité, c'est pas le poste le plus facile, et puis en plus sur le plan médiatique, c'est sûrement pas celui qui est le plus facile à vendre. Absolument. Mais à côté de ça, la métropole, il faut avoir le courage de le dire, aura la vocation économique. Si la métropole a été créée, c'est pour les problèmes de transport notamment, et ensuite pour les problèmes d'attractivité du territoire. Voilà, donc c'est important aussi de le savoir. Donc ça va être la métropole, plus tard, qui aura cette mission. Donc il faut qu'on y travaille. Mais à la ville de Marseille, on a aussi des problèmes spécifiques, problèmes d'image, problèmes de zone d'implantation. Et surtout, c'est ce qui m'occupe le plus, le traitement social du chômage, ou tout simplement les publics les plus éloignés de l'emploi. Voilà, on a un très gros souci à Marseille, qui est un problème un petit peu différent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas employables. Donc c'est pas la peine de dire il faut créer de l'emploi, faire de l'emploi. Bon, quand les terrasses du port n'arrivent pas à recruter 300 personnes, faute de candidats sérieux et valables. Absolument. Là, on est en train, pour une chaîne de restaurants qui s'installe sur le Vieux-Port, de les aider dans le recrutement, parce qu'ils butent sur des personnes qui parlent anglais couramment et qui soient disponibles et qui soient dans les métiers de l'hôtellerie. Voilà, ça c'est un vrai souci. Donc c'est vrai qu'avec Pôle emploi, avec l'Union patronale, avec Jean-Luc Chauvin, avec la Chambre de commerce, on est en train de travailler à ce problème. C'est votre dossier prioritaire. Comment peut-on continuer avec des publics qui ne sont pas, qu'on ne peut pas employer. Donc là, il y a un vrai problème. Donc même si le chômage était à 0 à Marseille, il y a des gens qui ne pourraient pas trouver d'emploi parce qu'ils n'ont pas les qualifications. Voilà. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont malheureusement dans une déshérence sociale ou relationnelle qui fait qu'ils sont un peu dans un parking. Donc ça, c'est la vraie vocation de la mairie de Marseille, de n'abandonner personne sur le chemin, essayer de faire le maximum. Et puis il y a des gens qui ont commis des erreurs dans leur passé, qu'il faut réinsérer, qui ont vécu de ceci ou d'autre. Vous n'allez pas vous ennuyer, je crois. Et qu'il faut dire que ces gens-là peuvent gagner leur vie normalement, avec un vrai travail. Donc ça, c'est un vrai boulot qui nous occupe dans une ville quand même qui est marquée par des difficultés sociales, humaines, psychologiques. Il faut le dire. Qui sont particulières. On n'est pas Neuilly, disons-le, et occupons-nous de tout le monde. Absolument. Alors, on passe du sujet local au sujet national. Un nouveau gouvernement a été nommé, ça ne vous a pas échappé, avec un nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dont on parle beaucoup. Alors, il est droit dans ses baskets et affiche avec François Hollande une volonté d'une politique sociale libérale. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette nomination et de cette orientation, vous, en tant que, bien entendu, que membre de l'UMP? Écoutez, ça va plutôt dans le bon sens. Non pas pour M. Macron, parce que je ne crois pas beaucoup à M. Macron, c'est un peu étonnant, mais c'est un haut fonctionnaire, polytechnicien, proche des énarques, et il y en a des milliers comme ça. De toute façon, il travaillait dans l'ombre jusqu'à maintenant aux côtés de François Hollande. Il travaillait dans le maire, et puis c'est un des milliers de fonctionnaires de Bercy qui ont fait que cette administration étouffe et ne fait que prélever des impôts supplémentaires. Donc je n'ai pas beaucoup même si il paraît que c'est l'homme d'entreprise, parce que par pantouflage, il a travaillé quelques mois, le temps de très bien gagner sa vie d'ailleurs, dans un arbitrage ou je ne sais quoi. Donc je ne sais pas pour ça que ça on ne peut pas le lui reprocher.
On peut pas lui reprocher simplement prétendre être chef d'entreprise. Moi, j'aurais préféré que ce soit un garagiste ou un quincaillier plutôt qu'un polytechnicien qui ait le job. Enfin, peu importe, faisons-lui confiance. L'orientation est quand même satisfaisante. Je sais pas, oui. On va attendre maintenant les actes. Disons que les mesures prises jusqu'à maintenant, moi je crois beaucoup plus au Premier ministre, Manuel Valls, qui est un homme qui, je pense, a des convictions et qui, lors des primaires du PS, avait déjà affirmé la tendance libérale qui était la sienne. Ça, je crois que c'est beaucoup mieux qu'un haut fonctionnaire qui est nommé, etc. Bon. Mais globalement, je pense que Manuel Valls a raison, ça va dans le bon sens. Ce sont plutôt des bonnes mesures. Ceci dit, c'est pas non plus, on n'est pas du tout dans le traitement des Anglais, des Italiens, des Espagnols et des autres qui ont fait des traitements de choc, qui sont attaqués au problème. Malheureusement, en France, on continue à glisser. Je prends qu'un exemple, c'est celui de la sécurité sociale ou des comptes sociaux de notre pays qui sont malheureusement dans le rouge absolu. Voilà. Et quand je vois que les prochaines mesures du gouvernement socialiste, c'est plutôt de réserver la médecine d'urgence à l'hôpital public qui perd de l'argent tous les jours au lieu de permettre aux privés d'accueillir les urgences et de faire des économies. Quand je vois que la convergence des tarifs est bloquée, quand je vois que les mesures qui sont prises dans certains secteurs sont pas des bonnes mesures. En fait, c'est les actes aussi que vous voudriez que les actes soient conformes aux paroles. Un seul chiffre pour vos auditeurs, le déficit de la sécurité sociale, c'est 100 milliards d'euros cumulés. Je vois pas de traitement de trucs. La seule mesure qu'a pris le gouvernement, c'est de pas rétablir le jour de carence pour les fonctionnaires. Donc les jours de maladie des fonctionnaires ont explosé à nouveau. Donc je veux dire, il y a sur le plan pour les entreprises, c'est bien, l'allègement des charges, c'est bien, il y a beaucoup de bonnes mesures. Je crois qu'il faut les féliciter et les encourager. Après, la musique, elle est très difficile à mettre en place. En tout cas, un début de courage politique pour ce gouvernement. Que je salue. Et c'est bien parce que justement, le courage, c'est le thème du prochain forum des entrepreneurs qui se tiendra vendredi. On parlera donc du courage en politique, en économiste. Tous les thèmes seront abordés. Vous serez présent au forum des entrepreneurs ? Comme chaque année, parce que l'Union patronale fait un très très beau boulot, parce qu'enfin, nous on était précurseurs avant quand on y allait avec Jean-Claude Gaudin, on dit oh là là, ils vont voir les chefs d'entreprise, les patrons, etc. Mais dans le Premier ministre lui-même, donc tout est parfait, on peut aller, oui c'est ça, on peut y aller, il y aura Michel Rocard notamment et d'autres personnalités. Donc je crois que le tout Marseille économique et politique se donne rendez-vous à vendredi à Lumini, donc oui, on y sera. On s'y retrouvera tous et justement on parlera de courage. Merci beaucoup Dominique Thian, vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal.